Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler des nouveautés d'iOS 13. Qu'est-ce que peut nous apporter iOS 13 en tant qu'enseignant avec plutôt notre tablette? Alors nous allons passer en revue les 10 nouveautés qui nous paraissent les plus intéressantes et qui vont nous faciliter notre métier d'enseignant. Avant de commencer le top 10, bien sûr, voici la liste des appareils qui sont compatibles iOS 13. Donc iOS 13, c'est essentiellement pour les iPhones. Donc si on part de l'iPhone 11, ça remonte quand même jusqu'à l'iPhone 6S et même l'iPhone SE. Voilà. Et pour iOS 13 pour iPad, donc qu'ils appellent maintenant iPadOS, on remonte jusqu'à l'iPad Air 2, iPad Air 3, iPad mini 4, mini 5, voilà, jusque bien sûr aux nouveaux iPads. Alors maintenant, du côté de votre iPad, vous allez dans la partie réglages, vous descendez jusqu'à Général, et sur la partie droite, vous allez avoir ici Informations. C'est ici dans les informations que vous voyez la version de votre iPad, ici iPad 6e génération, donc compatible iPadOS ou iPad iOS 13. Et donc ici, je suis déjà en version 13.1.3. Si jamais vous n'êtes pas à jour et que votre iPad est compatible, allez sur Général, puis sur Mise à jour du logiciel. Et ici, vous verrez l'apparition de l'installation de la mise à jour vers iPadOS 13. Nouveauté numéro 10, la fermeture automatique des onglets sous Safari. À force d'aller sur Safari tout le temps, on se retrouve avec une liste impressionnante d'onglets qui ne se ferment jamais. Vous allez maintenant avoir la possibilité, dans les réglages de Safari, de choisir une fermeture automatique de ces onglets. Avec iOS 12, en cliquant sur les deux petits carrés en haut à droite ici, en restant appuyé, on avait la possibilité ici de fermer, par exemple ici, les 8 onglets automatiquement. Ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps au niveau de la fermeture. Mais des fois, on se retrouve avec une centaine d'onglets et on ne sait plus trop où aller au niveau de la fermeture. Donc là, j'ai la possibilité de du coup fermer les 8 onglets en même temps. Voilà, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Et lorsque l'on a fait ça pour la première fois sur iPadOS 13, il nous demande si je veux fermer automatiquement mes onglets après une journée, une semaine, un mois, ou alors ne pas les fermer automatiquement. Ici, moi, je vais lui mettre une semaine. Après une semaine, je veux que Safari me ferme automatiquement les onglets. Si je veux revenir plus tard sur ces réglages ici, je vais aller dans Réglages. Et sur la partie gauche, je vais descendre jusqu'à aller sur les réglages de Safari, qui sont ici. Puis sur la partie droite, ici, je vais descendre jusqu'à fermer les onglets. Et donc ici, j'ai bien la fermeture des onglets après une semaine. Je pourrais remodifier ici plus tard les réglages de Safari. Pour le numéro 9, vous avez la possibilité d'écrire un mail en plusieurs fois. C'est-à-dire souvent, on commence à remplir un mail et on s'aperçoit qu'on a besoin d'une information, d'un destinataire ou d'une autre information qui se trouve dans un autre mail. Vous allez avoir, grâce à iOS 13, la possibilité de mettre en attente l'écriture du mail, d'aller rechercher l'information dans un autre message et de revenir au mail sans être obligé de tout retaper. C'est parti pour la démonstration. Concerne maintenant l'écriture d'un mail en plusieurs fois. Par exemple, ici, je vais cliquer en haut à droite sur la création d'un nouveau mail. Et je vais rentrer ici le destinataire. Je vais rentrer mon objet. Et je m'aperçois qu'il me manque une information qui se situe sur une autre page. Du coup, je vais ici, sur la petite côte au-dessus du titre du message, glisser vers le bas. Et j'ai ici mon message test qui est en attente. Je voulais ici récupérer une information que je vais copier et je vais revenir dans mon mail ici et je vais pouvoir du coup coller cette information et continuer mon mail pour ensuite l'envoyer. Voilà, donc on a la possibilité de faire ça. Je vous remontre de mettre son petit mail en bas
en attendant d'aller chercher des informations ici ou sur une autre boîte mail par exemple. Neuvième nouveauté qui nous paraît intéressante, c'est la possibilité d'ajouter facilement une photo ou un fichier à un mail. C'était déjà possible, mais ce n'était pas très intuitif. Alors là, du coup, Apple a décidé d'ajouter une petite barre en bas lorsque l'on écrit un message. Et donc, c'est beaucoup plus intuitif pour pouvoir ajouter un fichier de notre iPad, de l'iCloud, ou alors directement une photo que nous avions prise ou une photo que nous allons prendre. On vous montre ça tout de suite. Alors ici, toujours dans les mails, donc je reviens sur mon mail test et je veux du coup ajouter une photo qui existe déjà ou un fichier. Donc j'ai ici une nouvelle petite partie qui est apparue, qui est l'appareil photo, le fichier, ici pour faire un scan. Éventuellement, j'ai besoin de scanner une facture, j'ai besoin de scanner une information que j'ai envie d'envoyer à un collègue, du coup je vais pouvoir scanner ici directement, et ici pour pouvoir dessiner, je vais pouvoir carrément dessiner, faire un dessin sur une information. Voilà, j'ai besoin d'envoyer ce petit croquis à mon collègue, et donc je vais lui envoyer directement ce croquis à insérer dans mon mail. Alors on va vous montrer quand même avec une photo. Avant, avec une photo, il fallait faire un appui long pour pouvoir envoyer la photo. Maintenant, je mets mon curseur, je clique sur photo, je vais dans la photothèque, voilà, et je récupère directement, bim, une photo que je vais intégrer, voilà, à mon mail. Je peux de la même manière, ici, intégrer en cliquant ici sur fichier, aller chercher dans ma base de données un fichier que j'aimerais joindre, ici une affiche, voilà, que je peux joindre directement à mon mail. Un gain important d'efficacité et de rapidité pour envoyer ce message ici. Septième nouveauté très intéressante, c'est la possibilité dans le centre de contrôle de voir rapidement sur quel réseau Wi-Fi notre iPad ou notre iPhone est connecté. Lorsque vous ouvrez le centre de contrôle, vous voyez effectivement le nom du réseau Wi-Fi, mais vous avez aussi la possibilité de changer rapidement sans passer par les réglages Wi-Fi. Voilà, par ce long cheminement, vous avez la possibilité de changer rapidement le réglage de votre Wi-Fi. C'est une fonctionnalité aussi très pratique pour les collègues qui utilisent par exemple un Hutu, et qui doivent du coup changer rapidement d'un réseau à l'autre parce qu'ils ont besoin de récupérer une info sur le web et du coup changent de réseau rapidement. Ici, je vais descendre en haut à droite les notifications, peu importe où je me trouve, et je vais faire un clic long. Voilà, et là je sais que je suis sur le Wi-Fi chez nous 3, qui s'appelle chez nous 3. Si je clique longtemps dessus, je vais avoir ici les différents réseaux qui apparaissent et ça me donne la possibilité de changer très rapidement de réseau. Ici, je ne vais pas le faire, sinon cela va couper du coup ma connexion. Si vous utilisez par exemple un Hutu plus le Wi-Fi de l'établissement scolaire, ça vous permet de passer très rapidement d'un Wi-Fi à l'autre sans être obligé de sortir de votre application. Parce qu'avant, il fallait sortir de notre application, aller dans les réglages, aller dans Wi-Fi pour changer tout ça. Alors que maintenant, même si je suis déjà sur mon application ici, hop, je descends, je clique longtemps, je reclique longtemps et je peux changer le Wi-Fi très rapidement. Numéro 6, un peu comme le numéro 7, c'est la possibilité de savoir dans le centre de contrôle et non pas dans les réglages quels sont les accessoires connectés en Bluetooth. Et du coup, pour les enseignants, lorsqu'on connecte ou lorsque l'on projette notre image sur un vidéoprojecteur sur une Apple TV, le son ne sort jamais au bon endroit. Donc là, très rapidement, dans le centre de contrôle, vous allez pouvoir choisir quel accessoire va pouvoir sortir le son de la vidéo, de la keynote que vous êtes en train de projeter. Alors, en ce qui concerne le Bluetooth, ici, je vais descendre et si j'appuie longtemps ici, je vois que j'ai deux appareils Bluetooth qui sont connectés.
si je reste appuyé longtemps, je vois que j'ai l'AirPod, les AirPods ici, sur la partie ici, et dessous, je suis aussi connecté sur des enceintes Bose. Voilà. Donc là, ça nous permet de voir très rapidement sur quoi je suis connecté. Par exemple, quand je vidéo projette et que je suis connecté sur mon vidéoprojecteur plus sur une enceinte pour pouvoir avoir une qualité sonore un petit peu meilleure. Voilà, ça me permet de vérifier très rapidement. Et ensuite, je ressors ici et je vais là sur la petite icône qui apparaît ici et je vais pouvoir du coup choisir où est-ce que le son va sortir. Par exemple, ici, là, il est en train de sortir sur le MacBook Pro, hein, mais j'aurais pu le faire sortir sur l'enceinte Bose ou sur les AirPods. Voilà. Ça commence à être un peu plus sérieux, là maintenant on arrive dans le top 5. Alors la grande nouveauté, c'est pour nous la possibilité de mettre en split view la même application. Alors on avait déjà la possibilité avec Safari de mettre Safari d'un côté et Safari de l'autre, mais ce n'était pas le cas pour les fichiers Numbers par exemple. On ne pouvait pas ouvrir deux fichiers Numbers en même temps. C'est maintenant possible, on vous montre tout de suite comment faire. Alors là, on rentre dans les nouveautés qui vraiment vont changer beaucoup les utilisations. Par exemple, comment mettre deux fichiers Numbers côte à côte. Alors ça marche pour Keynote et pour Pages exactement de la même manière. Alors là, je vais dans le gestionnaire de fichiers de Numbers. Je prends mon fichier liste de pointage et je le fais glisser sur la partie droite de mon écran. Puis je lâche. Voilà mon fichier vierge. Et puis de l'autre côté, j'ouvre mon fichier, par exemple, ASSN. Donc là, je vais vous montrer plusieurs manipulations très rapides. Si je vais sur ici les explications, je prends mon image qui est ici et je la fais tout simplement glisser d'une fenêtre à l'autre. Tac. Et donc j'ai bien mon image qui se retrouve ici sur mon deuxième fichier. Donc pour aller un petit peu plus loin, je sélectionne ici ma liste d'élèves. Je clique dessus et je les fais glisser ici dans mon tableau de pointage. Voilà. Ensuite, si je veux faire disparaître la liste de pointage, par exemple, je clique au milieu et je vais vers la droite pour qu'il n'y ait plus qu'un seul fichier, Numbers. Voilà. Le numéro 4, c'est la possibilité dans Safari d'avoir un centre de téléchargement. Alors ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez par exemple de votre iPhone ou de votre iPad télécharger un fichier, l'enregistrer à un endroit qui vous permettra de le retrouver facilement. Ça c'est la première chose. Et ce qui nous paraît aussi très intéressant là-dedans, c'est la possibilité de le sauvegarder dans le cloud, ce qui permet de le retrouver sur n'importe quel appareil qui est connecté au cloud. Donc je vais pour cela aller directement dans les réglages et sur la partie gauche ici, voilà, j'ai toutes mes applications et je vais aller voir dans Safari. Et là, je vais rechercher le lieu de téléchargement. Ici, par défaut, c'est iCloud Drive. Mais je peux aussi lui demander de le mettre directement sur mon iPad. Alors, en ce qui concerne mon mode de fonctionnement, je préfère que ça aille directement sur iCloud Drive, ce qui va me permettre de le récupérer sur mon iPhone et sur mon Mac, hein, sans être obligé de le retélécharger ou de l'airdropper. Voilà, je vais être tranquille et je vais l'avoir sur tous mes appareils. Donc, je vais retourner maintenant sur Safari. Ici, je vais aller en bas de l'article et je vais récupérer, par exemple, ici, le gagne-étoile pour récupérer mes rubriques d'IDOCO. Et je vais ici faire télécharger. Et j'ai ici le fichier qui s'est téléchargé ici. Donc, je peux aller cliquer sur la petite icône et avoir directement mon fichier avec mon historique de mes téléchargements qui va être ici. Et donc je vais pouvoir récupérer beaucoup plus facilement mes fichiers directement sur mon iPad. Maintenant, si je me retrouve sur mon Mac, je vais ici dans la partie iCloud Drive et dans la partie Download et j'ai bien ici mon gagne-étoile. Voilà, je vais les trier par date. J'ai bien mon gagne-étoile que je peux aussi récupérer sur mon Mac et donc de la même manière sur mon iPhone. Alors pour le numéro 3, souvent le clavier prend de la place lors de la saisie.
Et alors là, avec iOS 13, on a la possibilité de réduire en tout petit le clavier, ce qui nous permet deux choses intéressantes. Première chose, c'est d'avoir la possibilité du coup d'avoir une grande zone d'affichage. Hein, quand on veut remplir un fichier Numbers par exemple et qu'on sort le clavier, on a la moitié de l'écran qui est prise par le clavier. Mais là du coup ça va nous permettre d'avoir un petit clavier et qui va nous permettre de simplifier la saisie. Et deuxième chose, ça nous permet de saisir aussi à une main du coup. Si j'ai une main qui tient ma tablette d'un côté, je peux saisir beaucoup plus facilement, un peu comme sur son téléphone du coup, avec ce petit clavier qui va apparaître. Ici dans mon fichier Numbers, je vais vouloir ici saisir la compétence 6. Donc je vais vouloir effacer là le fichier qui est générique, hein, mais j'ai mon grand clavier ici. Donc là je vais juste à deux doigts pincer le clavier. Hein, donc je pose mes deux doigts sur le clavier et je pince. Et je vais pouvoir avoir mon petit clavier dessous. Et du coup ça me laisse beaucoup plus de place, beaucoup plus de visibilité sur le reste du tableau. Ensuite si je veux le déplacer, ici j'ai le petit trait qui va me permettre de monter le clavier, de le mettre à gauche, à droite, au milieu. Hein. Donc j'ai vraiment beaucoup plus de latitude. Si je le remets en bas ou si je réécarte avec les deux doigts, je vais avoir mon clavier qui va du coup reprendre la forme originale. Alors la grande nouveauté qui nous paraît intéressante en tant qu'enseignant, c'est la possibilité d'ajouter une souris à notre iPad. En plus du clavier, du coup votre iPad devient un véritable ordinateur et on va pouvoir du coup pendant les conseils de classe ou pour la saisie des appréciations des bulletins, avoir la possibilité d'avoir un véritable ordinateur et non plus seulement une tablette tactile. Alors pour cela, je vais me retrouver dans les réglages et je vais aller dans accessibilité. Et ici, sur la partie droite, je vais aller dans toucher. Quand je suis dans toucher, je vais aller ici dans Assistive Touch, que je vais activer tout de suite. Voilà. Et ensuite, je vais devoir, ici, dans la partie un petit peu plus basse, voilà, ajouter un dispositif de pointage. Donc, je vais cliquer sur Appareil, ici, et je vais du coup rechercher un appareil Bluetooth qui me permet de créer le pointage. Donc, pour cela, de mon côté, je lance ma souris Bluetooth et je vais devoir du coup la connecter sur mon iPad. Alors comme je l'ai déjà connectée, pour moi elle ne va pas apparaître ici dans les appareils Bluetooth en recherche. Je vais devoir passer par Bluetooth ici et ici cliquer sur la souris du MacBook Pro. Donc c'est la même souris que pour mon MacBook Pro que je vais activer. Et voilà, ici j'ai bien du coup la possibilité de gérer et d'avoir un pointeur un peu plus précis pour gérer du coup ma souris, mon iPad avec une souris. Voilà, donc je vais pouvoir faire exactement la même chose que je peux faire avec mon doigt, mais je vais le faire uniquement avec une souris. Et le numéro 1 pour nous, qui aimons communiquer sur les différents sites, l'espace numérique de travail, un site sous SPIP ou sur WordPress, on s'est souvent retrouvé dans l'impossibilité d'envoyer notre photo parce que la qualité était trop bonne. C'est-à-dire que là, on reproche à notre iPad ou à notre iPhone d'avoir une trop bonne qualité et de faire du coup des photos qui dépassent les 3, les 4, voire les 5 mégaoctets. Et souvent, les espaces numériques de travail réduisent cela, par exemple, à 2 mégaoctets. Eh bien, iOS 13 va nous permettre de réduire la taille de la photo au moment où on va l'uploader sur les sites en question sans être obligé de garder une copie de ce petit fichier réduit qui ne nous servira pour nous absolument à rien. On vous montre ça tout de suite, c'est la grande nouveauté. Alors comment réduire une photo lors d'un envoi d'un site et surtout à quoi ça sert? En fait là par exemple je suis sur mon ENT et j'ai besoin de choisir une illustration. Donc je vais cliquer sur sélectionner et je vais aller chercher ma photo. Donc je clique sur sélectionner, je vais dans la photothèque, dans les photos qui existent déjà. Et là j'ai envie de choisir une de ces photos pour l'illustration. Donc je vais cliquer ici et je vais faire OK. Et là j'ai un refus du site qui me dit que ma photo est trop volumineuse.
hein, et qu'elle fait 3,59 alors que je n'ai que 2 mégaoctets d'accepter pour cette illustration. Donc, je vais recommencer la même chose, sélectionner, photothèque. Je vais rechoisir la même photo, mais ici, vous avez du coup une petite indication qui vous dit que la photo fait 3,8 mégas et que vous avez la possibilité ici de choisir que la photo soit en grande. Donc si je reviens sur retour, elle fera 251 kilooctets en moyenne, 79 en petite, 25, voilà, ou en réel, 3,8 mégaoctets. Donc là, du coup, je vais choisir en grande taille, ce qui suffira largement. Et je vais pouvoir ajouter mon image en illustration, ce qui était pour l'instant impossible. Ou alors, il fallait utiliser un logiciel tiers, changer la résolution de ma photo, enregistrer cette photo, donc ce qui me faisait un doublon en plus de la photo. Maintenant, c'est directement possible, ce qui me fait gagner énormément de temps. Si par exemple ici, de la même manière, je veux ajouter un ensemble de photos, ici vous avez vu que j'ai maximum 5 mégaoctets par image. Hein, ça veut dire que si je prends des photos en haute qualité avec mon iPad, je ne vais pas pouvoir les mettre. Grâce à cette nouvelle option, vous allez pouvoir, sans manipulation complémentaire, ajouter des photos, même si la taille originale est bien plus grande que le quota nécessaire. On vous remercie bien sûr d'avoir suivi ce top 10 des nouveautés d'iOS 13 qui pour nous vont faciliter notre métier d'enseignant. Si vous avez vous aussi vos propres astuces pour iOS 13, laissez-nous ça en commentaire dessous et peut-être on fera une vidéo plus tard pour présenter ça à l'ensemble des collègues. À bientôt! N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification.